amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et chaque semaine, je vous invite à décoder l'actualité caliente de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le mannequin piece de la tech, l'inventeur du moule frite au format NFT, le playboy de l'IA, élevé au spéculoos. J'ai nommé Gary Von Brandelier. Il est avec nous cette semaine. À ses côtés, la Yann Solo de l'entrepreneuriat, la vague d'argent de la West Coast française, la LinkedIn Queen, Flavie Prévost. Elle est avec nous. Bravo Flavie, on est ravis de t'avoir avec nous dans Silicon Carnet. Tu nous reviens, tu nous as manqué Flavie. Et puis vous le connaissez, non, ce n'est pas le petit-fils de Pierre Bachelet. Il a quitté la Silicon Valley pour s'installer à Nantes, où on le surnomme déjà le hacker de Petit Beurre. Je vous demande d'accueillir dans Silicon Carnet Kevin Smoots. Salut Kevin. Bon, tu as gagné. J'ai essayé. J'ai mis ma chapka de Noël, mais j'avoue que c'est toi qui as gagné, Kevin. Ton bonnet est formidable. Un invité de longue date de Silicon Carnet, je sais maintenant que le ridicule ne tue plus, donc. Ah non, je vous ai dit, quand devenir permanent de l'émission de Silicon Carnet, c'est votre notoriété va augmenter par 100, ça c'est sûr. Mais par contre, votre niveau de ridicule peut en souffrir, ça c'est sûr. Donc je suis désolé Kevin, mais bon, on n'est pas obligé de garder tout cet attirail tout au long de l'émission. Libre à nous de nous déséquiper quand on le veut. Une mention spéciale quand même pour Gary qui a un magnifique sapin de Noël derrière lui. Exact. Gros effort là-dessus. Et moi, Carlos, j'ai cru que tu t'étais décoloré les cheveux en fait. Au début, j'ai pas bien vu et ça m'a fait peur. Oui, c'est une nouvelle permanente que je teste parce que c'est vrai que je perds un petit peu mes cheveux. En effet. Bon, alors plein de choses. On va parler de plein de trucs cette semaine dans Silicon Carnet. On a une émission riche à vous proposer. On va faire nos prédictions dans Silicon Carnet pour 2024. Et on a vraiment bossé et on a plein de sujets à évoquer avec vous pour cette année 2024. On va vous faire les prévisions de Silicon Carnet. On va prendre des risques. On va parler d'abord d'économie. On va aussi parler de crypto. On va parler d'AI. On va aussi parler du futur des médias. Flavie est là, donc bien évidemment dans les prévisions, elle va nous donner quelques prévisions piquantes dans le domaine du future of work, comment est-ce qu'on va travailler en 2024. On parlera, je pense, du métaverse, et puis on fera quelques prévisions sur la société en général. Et puis on a posé la question à l'Hacienda, qui est ce groupe des fans de Silicon Carnet, de faire eux aussi leurs prévisions, et il y en a quelques-unes qui sont très très intéressantes. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre l'Hacienda. C'est un groupe de maximum 99 personnes, on est déjà plus de 60, donc il reste quelques places. L'abonnement, le membership à l'année coûte aux alentours de $90. C'est un NFT qu'il faut que vous achetiez. J'affiche l'adresse ici si vous voulez faire partie de l'Hacienda et rejoignez-nous. C'est un groupe WhatsApp super actif avec des gens triés sur le volet entre la Silicon Valley et la France essentiellement. Et les conversations sont passionnantes, donc rejoignez-nous dans l'Hacienda. Alors, on commence donc ces prédictions de 2024 dans Silicon Carnet et on va commencer avec le premier volet, c'est l'économie. Donc on commence avec la première prédiction, elle est autour de l'économie. C'est toi Gary qui a voulu parler de ça. Et tu m'as l'air un petit peu pessimiste pour 2024, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque on fait un petit peu un bilan de ce qui s'est passé en 2023 et on arrive à cette fin d'année où, comme tu le dis, on est un peu dans le brouillard, hein Gary. Ouais. Et du coup, les prévisions pour 2024, pas folichonne. Explique-nous tout ça. Alors, moi, je suis pas économiste, donc tout ça est basé sur. Non, on n'a pas NJ. On le salue d'ailleurs, NJ. Il doit nous écouter. Voilà, NJ qui est notre économiste, n'est pas sur le call. Notre donc, économiste voilà. de service. Ouais. Mais en gros, ce que je pense, c'est que il y a personne qui sait vraiment prédire. Quand tu regardes toutes les grosses banques, etc., elles ont toutes des prédictions différentes. Donc, c'est assez amusant de voir qu'en fait, tout le monde prédit quelque chose de différent. Donc, moi, je rapporte ça plutôt à quelque chose de plus proche de moi.
je regarde ici à SF et je parle avec beaucoup de startups, etc. Et j'en vois beaucoup qui, en fait, n'ont pas levé d'argent fatalement en 2023. Elles avaient vu que c'était très dur de lever en 2023 et maintenant elles arrivent à la fin de leur run rate ou au final, ou de leur runway, je veux dire, pardon, où elles vont devoir lever en 2024. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on a repoussé la difficulté pour les startups à survivre parce qu'au final, pendant un an, elles sont dit OK, on va passer à travers la crise, etc. Et là maintenant, 2024 arrive, il n'y a toujours pas de VC, les VC ne donnent toujours pas d'argent. Les startups qui n'ont pas forcément encore un business plan, qui ne sont pas profitables, elles ont vraiment du mal à lever. Même la définition d'une startup. Elle est forcément voilà, c'est la définition pas de startup. profitable. D'un autre côté, on était parti d'un côté où en fait on donne de l'argent à n'importe qui. Et ça, on est revenu, l'argent facile et levé facilement, ça c'est fini. Et je pense que voilà, en 2024, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de startups qui vont probablement fermer leurs portes, beaucoup de fusions et acquisitions, et probablement, malheureusement, des layoffs aussi, plutôt en startup qu'en grosse boîte. Mais à mon avis, même dans les grosses boîtes, il va aussi y avoir quand même du mouvement, je pense. Ben justement, en parlant des grosses boîtes, je montre ce graphique à l'écran qui est stupéfiant. Hein. C'est les boîtes en série B, C, D, c'est-à-dire celles qui avaient atteint le statut de unicorn. Hein, et on regarde le nombre. Il y a eu une époque en 2021 où on annonçait une unicorn tous les jours pratiquement. Chaque jour ouvrable, il y avait une nouvelle unicorn qui se créait. On a vu que ce chiffre avait chuté en 2022 de façon dramatique. Et puis alors là, en 2023, c'est réduit à peau de chagrin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus d'unicornes qui se créent. Et pour renforcer ce que tu dis, effectivement, Gary, et si vous regardez ce podcast sur YouTube, je montre ici le nombre de capitaux levés par les VC en 2023. La chute est absolument colossale. Les capitals levés au cours des 9 premiers mois de 2023 ne représentent que 24,7% de la part levée au cours des 9 premiers mois de 2022. Donc, grosso modo, les VC n'arrivent pas à lever de l'argent. Autre stat absolument incroyable, c'est le nombre même de VC, c'est-à-dire que le nombre de VC a chuté drastiquement, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de VC qui font des deals. On voit que, par exemple, ici, sur le graphique que je suis en train de montrer, le nombre d'active investors, c'est-à-dire qui ont fait au moins 2 ou 3 deals en 2023, a chuté de 40%. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, ils existent ces VC, mais ils prétendent faire des deals, ils continuent à regarder le deal flow, mais en fait, ils n'investissent pas. Donc, la prédiction que tu fais, et je suis absolument d'accord avec toi, c'est que 2023 a été difficile et que 2024 risque d'être encore plus difficile pour les startups, en tout cas en termes de levée de fonds. Kevin, une réaction par rapport à ça? Tu es d'accord avec ces... Moi, je vais encore plus loin. Moi, je pense que c'est même pas le brouillard, on sait pas où on va aller, c'est vraiment, ça va être la merde, 2024. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'était dans un contexte qui commençait à être mauvais. Mais là, on est dans un enchaînement de séquences qui est très mauvais. Donc, on va juste rappeler qu'il y a quand même plusieurs guerres en cours qui nous rappellent les guerres de proxy de la guerre froide quand même. On a une économie chinoise qui est en plein décrochage. Les dernières nouvelles sont vraiment pas mauvaises, donc on parle, évidemment, c'est difficile d'avoir des vraies informations derrière le screen de propagande du gouvernement chinois, mais on voit visiblement un marché de l'immobilier en décrochage complet en Chine, qui est quand même un moteur gigantesque. Il y a une industrie qui est vieillissante et qui risque de pas se faire renouveler par les capitaux étrangers parce que tout le monde essaye de ramener de la production chez soi dans une grande logique de repli sur soi mondial quand même qu'on est en train de voir où tout le monde veut reproduire chez eux suite à Covid. On a des montées des extrêmes dans le monde entier. La dernière élection... Donc le souverainisme, c'est-à-dire voilà. l'isolationnisme, du souverainisme, du repli sur soi, effectivement. Le repli sur soi. Et donc ça, c'est vraiment de la partie, sans parler des startups et de l'économie au sens que nous, on l'entend d'habitude dans Silicon Carnet. Ça, c'est le contexte géopolitique qui est quand même pas très gai. Et puis, nous, dans notre monde à nous, les layoffs sont pas du tout finis. En gros, on a des nouvelles vagues qui vont arriver. Faut pas oublier qu'en Europe, on est derrière des boucliers légaux qui mettent énormément de temps à passer les layoffs. Donc, ça, on passe dans les
comment ça s'appelle, les conseils, les CSE. Bref, il faut négocier avec le personnel, etc., les layoffs. Donc tout ça, ça va arriver au début de l'année prochaine. On va avoir pas mal de layoffs qui vont choquer tout le monde en France et en Europe de manière globale. Il y a beaucoup de fins de runway, comme tu dis, Gary, et du coup, ça va être sanglant. Donc il va y avoir du M&A, mais probablement du M&A de private equity, pas du M&A très mignon. Absolument. Correct. Et donc Ça va être du ça M&A va pourri, saigner, quoi. ouais, Ouais. ça va slasher ça va Ouais. slasher dans tous les sens. Et puis pour ceux qui sont comme nous encore en train de lever dans des phases de croissance, toutes les stats sont agrandissement des délais entre les différents fonds, / des valorisations, etc. Donc pour ceux qui ont levé à des valorisations trop hautes, ça va être la douche froide. Donc non, l'année prochaine, je pense, va être très dure. Il faut un peu baisser la tête, se refocaliser sur les fondamentaux et puis espérer que la vague passe. Ouais. Flavie, un commentaire? Bah, un petit Xanax, les gars, là, je crois que vous avez besoin d'un petit remontant. Je vais vous voir fort pessimiste. Alors moi, je suis une pipe en économie, hein, je vais pas trop participer sur cette partie prédiction. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'entends d'autres sons de cloche aussi. Alors peut-être que c'est la bulle France ou la bulle non start-up. Moi, j'ai un mec qui est salarié dans une grosse scale-up allemande sur des Tu parles de domaines ton de mec, là. consommation pas tech, je veux dire. Et du coup, eux, ils sont plutôt contents, quoi, parce que l'inflation revient à des niveaux convenables. Tu vois, les taux vont rebaisser, etc. Donc, ils sont plus en mode prévision, OK, voire border. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, dans ce fog, border, ça va bien se passer, tu vois. Hyper croissance, deuxième cycle qui va se lancer, plus voilà, les gains de productivité, l'IA, tout ça. Donc, voilà, je ne sais pas du tout où ça va, mais je veux dire que je vous vois, vous, c'est sûr, dans la bulle startup très touchée. Je pense qu'il y a un peu moins dans le corporate et tout ça d'effets de bord comme ça. Ouais. De façon générale, pour répondre à Flavie, moi, ce qui me fait très très peur, et je montre ce graphique, enfin c'est un tweet, c'est pas un graphique à l'écran, c'est que quand on regarde les marchés, on comprend rien. C'est ce fog-là, c'est-à-dire que on a le stock qui est en train de monter comme taré, quoi. En fait, c'est un truc de malade. Et en même temps, l'or augmente. Donc on a le stock, les actions qui montent comme si on était dans un bull market, et on a le prix de l'or qui monte comme si on était dans une récession. On a le prix du pétrole qui aussi est en pleine hausse, comme si la récession n'existait plus. On a les bons du Trésor qui sont aussi en pleine explosion, comme si en fait le problème de l'inflation était réglé. Et puis on a le prix du marché immobilier, comme le disait Kevin, qui est en train d'augmenter aussi, comme si en fait l'inflation était encore à 10%. Donc en fait, il y a plus rien de rationnel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout augmente. On a l'impression que chacun y va de son propre truc. Et c'est ça que moi qui me fait très très peur, parce que je suis pas non plus un économiste, mais quand on voit ça, on se dit c'est la folie. Et quand on regarde effectivement les analystes, bon, ils sont tous d'accord sur un truc, c'est que 2024 va être moins bien que 2023, dans des proportions à peu près différentes. Et pour les startups, c'est back to normal, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres aussi, là, je montre ce graphique-là. Regardez la valorisation des startups et la chute de cette valorisation. Il y a eu quand même une époque où on était dans... En fait, on dit, on revient à quelque chose... En fait, on revient juste à la normale. C'est-à-dire que on a vécu une période entre 2019 et 2022 qui n'était pas normale. C'est tout. Et donc, on est en train de revenir à la normale avec des valorisations qui sont à peu près identiques. Et on risque de voir effectivement tout un tas de startups qui ont profité de cette embellie pendant 2 ans disparaître, tout simplement. Comme WeWork, en fait. C'est tout. Et moi, juste pour rebondir, tu vois, sur le mode on ne sait pas où on va, etc. Les gens, ils me font un peu rire en mode c'est l'incertitude. Mais les gars, c'est l'incertitude depuis 5 ans. Moi, je suis dans un contexte de sales, early stage, de start-up et tout. C'est chaud d'ouvrir des marchés parce que les exécutifs, tout le monde est là en mode on ne sait pas quoi faire, c'est le Covid. On ne sait pas quoi faire, c'est la guerre. On ne sait pas quoi faire, c'est l'inflation. Oui, c'est le new normal aussi, c'est ça, c'est cette incertitude. Et je pense qu'il faut composer avec. Il faut arriver à trouver du coup des mécanismes de vente, de recrutement et tout ça qui sont adaptés. Et c'est pour ça que, typiquement, sur les freelances qui pourraient être beaucoup touchés par, je veux dire, les startups qui ont plus de fonds, en même temps, en parallèle, c'est une solution, la fractionnalisation à l'incertitude pour pas scoltiner, recruter des gens et ensuite faire des layoffs derrière. Donc,
voilà, l'un dans l'autre, moi, je vois pas un effet trop délétère non plus sur cette workforce-là. Donc tu dis qu'en fait les gens vont s'adapter, c'est ça ce que tu dis, quoi. Ah ben, Mais grave. Ça, je pense que la manière de travailler va changer. Ouais, je ça, pense c'est que c'est tout à fait juste pour. De toute façon, c'est la seule façon de survivre. Survivre, c'est s'adapter. Et je pense en fait qu'en travaillant dans les AI maintenant, souvent je me dis c'est assez fou parce qu'en fait on était habitué à un rythme de changement rapide déjà en tech depuis des années. Mais là avec les AI, honnêtement, ça change tout le temps. On va parler de l'AI, Gary, tout à l'heure, mais je vous invite à passer au deuxième sujet. On va passer très rapidement là-dessus, mais c'est un vrai sujet. C'est le sujet des cryptos. On passe à la deuxième prédiction de Silicon Carnet. Alors, Bitcoin va exploser en 2024 ou est-ce que le Bitcoin va stagner? On en parle dans la deuxième prédiction de Silicon Carnet. C'est Mathieu. Deuxième prédiction, c'est les cryptos dans Silicon Carnet. Alors, il y a un événement auquel il faut s'attendre en 2024. Tu nous en as parlé, Gary. C'est le halving de Bitcoin. Donc, tu vas nous expliquer ce qu'est ce halving de Bitcoin et on sait qu'il est prévu pour 2024. Et généralement, quand le halving a lieu, c'est-à-dire cette division du Bitcoin, ça fait monter les crypto-monnaies. C'est ça, Gary? Donc, Ouais. prédiction, tu nous dis, le Bitcoin va exploser en 2024. Alors, je me C'est suis dit pas que un j'allais prendre conseil une financier, prédiction hein. qui allait être 100% juste. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre le halving du Bitcoin parce que ça, il y a très peu de chances que ça ne se passe pas. Après, la montée ou la descente du prix du Bitcoin, ça, honnêtement, j'en sais rien. Et je veux même pas spéculer là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'historiquement parlant, donc le halving, c'est quoi? C'est sur le Bitcoin, de plus en plus, quand il y a des mineurs qui vont créer des Bitcoins. Et il y a une difficulté de minage qui augmente au fur et à mesure qu'on mine en fait des bitcoins. Sachant qu'il y a plus ou moins 19 millions de bitcoins, je pense, qui ont été minés jusqu'à présent. Il en reste, enfin, 3 sur un millions, total de 21 millions. Ouais. Et donc là maintenant, il y a ce halving qui va se passer. Ça va augmenter la difficulté de minage de bitcoin. Et souvent, ce qui se passe, c'est vrai qu'historiquement parlant, le prix du bitcoin augmentait. Parce que fatalement, comme c'est plus compliqué à fabriquer, on va dire, fatalement, il faut le vendre plus cher aussi. Et donc, il y a tout un mécanisme en fait, de marché qui s'applique là. Est-ce que ça va se passer cette fois-ci? J'en sais rien. C'est assez marrant parce que quand tu regardes sur JP Morgan, qui crachait sur les cryptos il y a 10 ans, il crache plus vraiment trop dessus, mais bon, quand même un petit peu. Et là, ils disent non, mais c'est priced in. Donc maintenant, le halving, il est priced in, tout le monde connaît, il n'y a aucun problème, etc. Et ça, je pense que c'est probablement faux, parce qu'en fait, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a ce halving de Bitcoin, il y a tout le monde qui reparle des cryptos, et comme dans les médias on parle des cryptos, tout d'un coup, tout le monde veut investir sur la crypto. Donc il y a un effet FOMO spéculatif qui se passe simplement par le fait des médias. Est-ce que ça va se passer cette fois-ci ou pas? J'en sais rien. Je vous conseille pas de mettre tout votre argent en crypto, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le Bitcoin a bien augmenté ces derniers mois. On le voit qu'il est sur une tendance très positive depuis le début de l'année. Exact. Le Bitcoin a gagné 150%. Alors, il n'est pas revenu au prix qu'il avait en 2021 puisqu'il avait atteint plus de 66 000 $. On en est encore à 44 000 quelque chose si j'ai checké ce matin. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui ont acheté des Bitcoins fin d'année dernière ou début d'année 2023 ont fait plus 150%. De façon générale, sans parler de cet aspect spéculatif sur les cryptos, Kevin, Flavie, est-ce que vous avez un avis sur la crypto en général? 2024, est-ce que on sait que 2023, ça a été vraiment annus horribilis pour les cryptos. Est-ce que vous pensez que cette histoire est complètement derrière nous, c'est-à-dire que les cryptos n'ont plus d'avenir, ou au contraire, vous croyez que 2024, ça va être l'ère de la renaissance à nouveau des cryptos? On va reparler des cryptos. Qui veut commencer? Flavie? Moi, Bitcoin, produit financier, ça devient surtout, je pense que c'est pour ça que ça va monter encore entre Correct. les ETF, les nouveautés, là, les nouveaux trucs délirants, là où tu vas pouvoir louer tes Bitcoins. Je Ouais. sais même plus comment ça s'appelle ça en anglais, mais c'est la folie. Donc en gros, je sais pas, ça devient un produit financier spéculatif encore plus. Donc c'est sûr que ça a encore de l'avenir côté spéculation. Après, moi, je suis une believer dans les cryptos, dans le sens où je trouve que ça apporte plein de choses dans les possibilités de paiement, la fractionnalisation des paiements, et notamment le paiement interpays, intercontinent, le paiement à la seconde. Enfin, il y avait vraiment des innovations de paiement qui sont dingues
par rapport au payroll classique dans les entreprises, où tu te dis, mais Ouais, c'est c'est clair. archaïque, le mec, on est encore payé tous les mois par des vieilles fiches de paye. Donc, j'y crois. Par contre, j'ai jamais cru que ce serait mis en place en 2024 dans les boîtes, quoi, parce que c'est tellement disruptif qu'il va falloir peut-être que ça passe par plusieurs phases et ça sera peut-être pas notre salaire principal. Kevin, un point de vue sur les cryptos en général? Bah, je vais le ressortir tout à l'heure encore, mais bon, le Gartner Hype Cycle est toujours super pour ça. On a vécu la hype, on a vécu le gros crash. La question, c'est combien de temps ça remet à remonter tranquillement derrière. Et je suis assez d'accord avec Flavie, c'est que en 2024, peut-être qu'on va voir les nouvelles idées pointées, mais on va pas voir l'adoption. Donc j'aurais plus tendance à attendre encore quelques années. Je pense que ça va être une remontée très lente et longue pour la crypto et la blockchain de manière générale, la technologie Mais sur beaucoup plus blockchain de manière solide qu'auparavant. C'est-à-dire que quand on regarde le hype cycle, c'est bah, on ça aura tombe très purgé très la bas. partie spéculative. Ouais. Et puis il y a une phase de enlightenment pour atteindre la phase de maturité qui et là la question c'est cette phase de maturité elle sera peut-être 2026-2027 à ton avis, Ouais, c'est ouais. ça. Flavie? Et je pensais à toi, Carlos, parce que je me disais que l'année dernière, cette année, c'était une année de putain de roller coaster quand tu étais dans le Web 3. Et donc moi, je regardais dans mes historiques pour préparer là, l'épisode. Il y a 282 jours, j'avais minté mon premier NFT membership pour le board de mon podcast. Et tu vois, il s'est passé tellement de trucs depuis, d'événements dans la crypto, de crash, d'onboarding d'entreprises que j'ai fait avec mon collectif. Et puis finalement, non. Enfin, je te jure, j'ai l'impression que c'était comme des années de chat, quoi. Ça comptait pour 7 ans l'année dernière dans le domaine Web3. Donc, je sais pas comment toi, tu as survécu à ce roller coaster. Ah bah moi je suis passé d'un truc hyper sexy avec Uncut à le sentiment d'avoir ouvert un sex shop au Pakistan, hein. C'est-à-dire que c'est à peu près c'est voilà. Mais écoute, nous on reste bullish. On pense que bon, on s'est recentré sur le monde de l'art où je pense qu'il y a un vrai use case pour la blockchain autour de l'art et la notion de propriété et de décentralisation. On n'est pas du tout dans le monde de la spéculation, ni des NFT, ni des cryptos. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir un espace pour les artistes où leur art est en leur possession et c'est eux qui sont en capacité de distribuer leur art comme ils le souhaitent, sans que leur art soit centralisé sur une plateforme en particulier. Donc, mais il faut être effectivement très convaincu de la chose pour rester motivé et continuer à avancer. Et puis, on parlait de levée de fonds et des startups de Web3 2023, ça a été effectivement super compliqué. Mais là où je te rejoins, Flavie, c'est que je pense que les cryptos ont énormément d'avenir parce qu'il suffit de regarder, je pense que tout le monde a fait cette expérience-là. Moi, j'ai encore hier eu une expérience hallucinante avec ma banque. La façon dont on gère l'argent aujourd'hui est complètement obsolète dans un monde digital dans lequel on vit. C'est-à-dire que hier, j'ai découvert que je ne pouvais pas faire un transfert, un virement sur un compte bancaire qui ne m'appartenait pas. Il fallait que je passe par un service où il faut que je les appelle au téléphone, que je donne un PIN d'initialisation de ma transaction et qu'on me rappelle pour que je donne un PIN de confirmation de ma transaction. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, les banques sont face à... On dit que la crypto est compliquée, mais moi, je trouve que le système bancaire, aujourd'hui, quand on essaye de faire des transactions à droite à gauche, est aussi super compliqué. Et on parle de fraude dans le domaine du Web3, mais si les banques ont mis en place cette usine à gaz, c'est qu'elles sont victimes, elles aussi, de scams, de fraude incroyables. Et je pense que Kevin, toi, tu es bien placé pour le savoir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que le monde de la blockchain. On a besoin de révolutionner, d'innover dans ce domaine-là, parce que sincèrement, c'est archaïque, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est particulièrement vrai aux US, by the way, parce que je pense que... Ah oui, aux US. Alors, je pense qu'en Europe, vous êtes... En venant de Belgique, moi, j'avais jamais écrit un chèque. Tout est super facile. J'envoie de l'argent sans problème avec mon app, etc. Et puis j'arrive aux US il y a 6 ans. Et là, pour payer mon loyer, je devais écrire un chèque. Et j'étais là, putain, le mec, il me demande un chèque. Attends, non, mais c'est hallucinant. Et en fait, tout est comme ça encore. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, quand on te demande ton PIN, etc., c'est parce qu'en fait, aux US, au lieu de de moderniser leur système bancaire, ils ont rajouté des systèmes foireux au-dessus d'un système déjà foireux. Donc, c'est encore pire qu'en Europe, en fait. Allez, on passe au troisième sujet. Vous l'attendez avec impatience, c'est l'AI, bien évidemment. C'est la star des prédictions pour 2024 dans Silicon Carnet.
Nouvelle prédiction pour 2024, bien évidemment, il y aura de l'AI partout en 2024. 2023, ça a été l'année de l'AI. Mais Kevin, toi, tu nous expliques que peut-être qu'un Winter AI pourrait poindre son nez en 2024. C'est ce que tu nous disais. Tu peux expliquer un petit peu ça? Pour moi, en fait, il y a eu beaucoup d'engouement autour. C'est toujours pareil. AI, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement cette année? C'est les LLM, les Transformers et les LLM. Globalement, Large Language Model, ils font toujours pas le café. Si on regarde un peu plus précisément ce qu'on leur trouve comme problème, j'ai bien aimé. Il y avait une quote là de Benedict Evans dans sa dernière newsletter qui parlait sur le sujet du prompt engineering, qui dit mais si au final il faut des formations pour savoir comment lui parler, est-ce que c'est vraiment du langage naturel? Donc on revient pour moi, mon point, c'est qu'on revient sur le Gartner Hype Cycle. Donc là, on est c'est intéressant là, parce que Kevin, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu es en train de dire, on est en train d'arriver au pic du hype. Au début de l'année, vraiment, je le laisse le premier quarter de l'année prochaine pour qu'on voit vraiment tous les crashs sur les sujets de LLM vraiment arriver, au sens où ça ne fera qu'une toute petite partie. Par contre, pour moi, et donc mon pari, c'est que après, en fait, la petite partie qui est hyper intéressante, c'est, je crois que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Chaque champ texte dans n'importe quelle application va se retrouver avec un bouton d'AI, parce que les gens détestent écrire, et donc on va avoir ça partout. Mais derrière, ça ne fait pas tout. On va pas parler d'AGI et compagnie. C'est là mon point. On en est très loin, donc on est très loin de l'AGI pour toi. Et donc on va retourner dans un AI Winter assez classique, au sens où non, on va aller rechercher pendant 5 ans un nouveau truc d'AI pour arriver à peut-être de l'AGI enfin. Mais sur le point des LLM, ça va avoir une utilité gigantesque à plein de niveaux. Et le problème, c'est que autour du mot AI aujourd'hui, il y a plein de hype. Donc on va ressortir des vieux sujets qui sortent aujourd'hui sous le label AI. Donc, il y en a plein. Exemple parfait, il y a 1 heure sur le chat de l'Hacienda, Stéphanie postait un exemple des scientifiques qui trouvaient, grâce à de l'AI, des nouveaux antibiotiques du coup contre les germes résistants aux antibiotiques. Ça, il se trouve que c'est pas des LLM, c'est pas les Transformers, c'est du deep learning, c'est de la techno deep learning qui elle est en pleine phase de maturité. Et là, elle commence à sortir du bois tous les mois. On a des nouveaux sujets, on a déchiffré des papyrus carbonisés d'une villa à côté de Pompéi grâce au deep learning. On a refait une chanson des Beatles grâce au deep learning, etc., etc. Et ça, du coup, voilà, on faut voir les LLM qui vont arriver à ce niveau de maturité dans les prochaines années. Là, pour le deep learning, ça a mis 3-4 ans. Et ça, c'est super, mais ça va pas faire le café. Voilà, ça va faire la partie des LLM qu'on lui trouve. Les transformers sur la partie vidéo et images, génial aussi, mais ça va faire cette partie-là. Pour renforcer ce que tu es en train de dire, et je montre ce graphique qui montre cette S-curve qui est systématique en fait dans la technologie. C'est-à-dire qu'on voit émerger une technologie, là par exemple sur le graphe que je montre, c'est sur l'Internet, avec tout un tas de startups qui apparaissent comme Amazon, Netflix, Google, qui apparaissent entre 94 et 98, puis une sorte de winter, et il faudra attendre 2002-2006 pour voir apparaître de nouvelles startups avec et c'est ça qui crée la S-curve, avec là où on voit apparaître entre 2002 et 2006, on voit apparaître des YouTube, des Roblox, des Shopify, des LinkedIn, des Facebook. Et donc, on voit la même chose sur le smartphone. Et sur les AI et les LLM, c'est pareil. Donc, on a une première phase là où on a vu apparaître des startups super intéressantes comme OpenAI, DeepMind, toutes ces startups-là. Et toi, ce que tu dis, on va rentrer dans une sorte de petit winter. Il faudra attendre peut-être encore 5-6 ans pour voir apparaître une nouvelle vague de startups beaucoup plus intéressantes. Sur des autres types d'AI. Et donc moi, mon pari pour l'année prochaine, c'est qu'en gros, on va voir aucun nouveau entrant applicatif qu'on a vu là, ces dernières années gagner une bataille de l'AI significative. En fait, ces technos sont déjà en train de se faire intégrer dans les apps existantes qui ont déjà les moyens de commercialisation, qui ont déjà tous les effets de marché, etc. Ça arrive à une vitesse de dingue. Pour ceux qui sont pris en retard, ils vont peut-être en acheter quelques-unes sur l'étagère qui sont justement en train d'avoir du mal à lever de l'argent.
Mais en gros, les LLM ne vont pas créer des nouveaux players aujourd'hui. On verra probablement dans quelques années des nouveaux players enabled par ces technologies-là qui vont casser le game à des endroits où on ne les aura pas vus, mais ce n'est pas l'année prochaine. Et moi, j'ai Gary, une de petite ton... pensée pour Oui, Flavie, tous ceux qui vas-y. étaient dans le Winter Crypto, qui sont partis dans l'AI et qui vont trop payer le Winter AI. Et coucou les gars qui ont trop vite pivoté, quoi. Ils ont des bonnes vestes. Ils ont des bonnes vestes Patagonia et Columbia pour pas avoir froid. Exactement. Non. Ouais, Carlos allait me demander ce que j'en pense. Moi, je suis pas. Alors, sur les LLM, ok, l'histoire des maths, c'est vrai que c'était encore au milieu de l'année, je dirais, mais de plus en plus, ça évolue. Donc, quand même, quand tu regardes, et je pense que c'est toi, Carlos, qui m'avait dit cet exemple où tu avais fait une photo d'un de tes fichiers avec des données dedans, et puis tu lui as demandé de faire la somme, et ça avait fait la somme pour toi, correct. C'est juste. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que je me retrouve face à un truc où j'ai un statement qui est incapable de me faire une addition. Et je me dis, bon, bah ok, bah, il faut que je reprenne toutes les données, que je prenne ma calculatrice, que je fasse moi-même l'addition. Et là, tout d'un coup, je me dis, bah non, ne sois pas con. Je fais un snapshot, un screenshot, en fait, de l'écran avec ce statement. Je balance l'image dans le chat GPT. Je lui dis, est-ce que tu peux m'additionner tous les chiffres sur ce statement? Alors, bien évidemment, je le fais en parallèle. Lui, il arrive à un chiffre beaucoup plus rapidement que moi. Et moi, je fais en parallèle avec ma calculatrice. Il avait raison, hein, le chiffre était bon. Donc, sur la partie image, c'est le côté multimodal et je pense que là, il y a eu énormément de progrès. Le côté calcul, le côté, il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites sur Tennessee. Alors par contre, là où je rejoins tout à fait Kevin, c'est, je ne sais pas s'il va y avoir un winter de l'AI. Je pense surtout qu'il va y avoir beaucoup de startups qui ont été lancées, qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire, à part prendre un LLM et l'appliquer sur un truc plus ou moins spécifique. Sauf qu'entre-temps, mais rappelez-vous, à l'époque, au début du SaaS, tu avais des gens qui prenaient Excel, qui faisaient une macro voilà. et qui transformaient une macro Excel en startup SaaS. Voilà. Hein. C'est exactement la même chose. C'est pareil avec les LLM. Hein. Ça va se passer, c'est qu'effectivement, on va se rendre compte, putain, en fait, il y a pas mal de... Parce que les startups qui ont levé de l'argent en 2023, c'était les startups AI. Et en fait, il y a pas mal de startups qui ont levé sur des business plans qui n'avaient aucun sens. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que la plupart des apps ont déjà les utilisateurs. Et maintenant, elles se disent, bon, ben, il y avait l'interface site web, il y avait l'interface mobile. Donc, quand le mobile est arrivé, tout d'un coup, on a vu plein d'apps arriver sur les applications mobiles. Et puis, entre-temps, il y a le LLM. Et c'est juste une autre interface. Moi, je suis super bullish là-dessus. C'est que je pense qu'il va y avoir des assistants partout. Je pense des copilotes, la notion de copilote. Des agents, des sidekicks, on peut les appeler comme on veut. Mais au final, c'est tiens, je veux faire une campagne marketing. Ok, j'ai un copilote. Tiens, je veux faire une recette pour ce soir. J'ai un assistant. Et en fait, surtout, ce qui est assez amusant, c'est qu'en 2023, on n'a pas vraiment vu Siri et des choses comme ça devenir plus puissants. Moi, Siri, je l'utilise toujours pour juste mettre un timer pour quand je me fais cuire des pâtes. Mais je pense que de plus en plus ça va être intéressant parce qu'en fait ce qui se passait avec Siri c'est que souvent il comprenait pas mon accent et en plus il me répondait des trucs où au final il me disait bon va voir sur le web à ma place et donc au final j'étais ok, si c'est pour m'envoyer sur un site web où je dois quand même aller voir moi pour retrouver les données, ça sert pas à grand chose, mais ça va changer. Je pense que de plus en plus on va faire hey Siri, tu sais me donner ça aussi. Hop, il va te retrouver les données, il va même appeler par des API ou quoi que ce soit pour avoir des éléments physiques qui vont se passer. Donc, par exemple, quand on dit tiens, Siri ne fait pas le café, j'attends toujours le Siri Compatible Coffee Machine où tu dis hey Siri, lance le café et la machine à café se lance automatiquement, ce qui est tout à fait faisable. Il suffit d'un API et puis elle brûle parce qu'elle n'a pas mis l'eau et pas broyer. Par contre, il n'y a pas l'eau et il n'y a pas le café, donc tu as un jus de chaussette, mais c'est déjà pas mal. Moi, ma prédiction 2024, c'est qu'on va se diriger un peu vers une parité des modèles. Il sera de plus en plus difficile de faire la différence entre ChatGPT, Gemini, Mistral et les autres. En gros, aujourd'hui, en 2023, on a passé notre année à dire « Ah non, mais ChatGPT mieux, machin, ah non, mais attends, l'autre est peut-être mieux, l'autre machin et un ». Et je pense que ça va se stabiliser en 2024, où ça va être de plus en plus difficile de faire la différence et que la vraie enjeu, et là, je suis d'accord avec Gary, les big players ont une vraie carte à jouer, Google, Microsoft, Salesforce, Facebook, c'est ils vont déplacer la narrative vers l'expérience produit et l'intégration finalement de l'AI dans leurs produits. Et là, ça va être très, très difficile, effectivement, pour les startups de faire la différence parce qu'ils ont les datas, parce qu'ils ont l'expérience utilisateur. On passe au prochain sujet. J'avais envie de parler du Future of Work
et profiter de la présence de Flavie, qui est une experte sur le sujet. Donc, on va faire nos prédictions sur à quoi va ressembler le monde du travail demain. Flavie, on parle du Future of Work, tes prédictions pour 2024. Toi, tu nous expliques que, justement, en parlant d'AI, l'AI va sans doute piquer pas mal de boulot à pas mal de monde. En tout cas, c'est ta prédiction pour 2024. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, on voit déjà les effets. Il y a déjà eu des études sympas qui ont été menées. Alors, plusieurs petits points. Moi, je pense sur l'AI, en fait, on peut autant faker du travail en faisant moins et en le faisant passer pour sien, et donc en tirer les bénéfices, que se faire disrupter par l'AI parce qu'elle nous pique notre boulot ou parce que les gens veulent plus payer pour notre prestation. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux camps pour le moment jusqu'à ce que on régule ou pas, ou jusqu'à ce qu'on sache s'il y a des limites entre ce qui est fait par l'humain et par l'AI. Mais est-ce qu'on saura jamais? Moi, ça, j'y crois pas trop parce que c'est comme les correcteurs de texte, c'est comme Google pour trouver des idées et tout ça. Donc voilà, dans le côté, les gens qui profitent de l'AI, parce qu'il y en a, j'ai trouvé cette étude du côté de... C'est Benoît Raphaël, je crois qu'il a posté, il est dans l'Hacienda aussi. Mhm. Donc là, c'est une étude Salesforce, d'ailleurs, Salesforce et YouGov. Plus de 14 000 employés dans 14 pays ont été sondés. Et Je montre le graphique à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Voilà. Et du coup, 64% des employés qui utilisent l'AI ont présenté un travail généré par l'AI comme le leur. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens prétendent être meilleurs que ce qu'ils sont en faisant passer le travail de ChatGPT pour le leur. Donc, c'est une sorte d'usurpation de travail. Ça m'étonne pas du tout. Mais ce qui est plus grave, c'est que, en fait, les employeurs sont pas au courant. Souvent, c'est interdit. Je sais que vous avez longtemps parlé des leaks, des fuites aussi de données là-dessus. Et voilà, et donc les employés espèrent que maîtriser les AI va leur permettre d'avoir une augmentation, notamment une meilleure rémunération. Donc voilà, il y a vraiment ces profiteurs de l'IA que je critique pas d'ailleurs, mais c'est un effet d'aubaine en fait pour plein de travailleurs aussi pour se démarquer par rapport aux autres aussi qui sont peut-être des laggards, donc qui sont pas employés encore à adopter l'IA dans leur travail. Gary, tu disais un truc là-dessus en préparant cette émission que je trouvais assez intéressant, c'est que tu disais bon, l'AI dans le monde du travail va rendre les meilleurs encore meilleurs, mais les médiocres vont devenir, ou voire les mauvais vont devenir convenables. Tu disais un truc comme ça, si je me rappelle bien. En fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire bon, en fait, quand t'es bon, tu vas fatalement utiliser l'AI pour devenir encore meilleur. Mais c'est un peu comme si les gens qui étaient très bons en maths. Une fois que les calculettes sont arrivées, en fait, tous les mecs qui étaient comme moi, pas très très bons en maths, finalement ils se débrouillaient en maths parce qu'ils avaient une bonne calculatrice, et puis voilà. Et ici, c'est la même chose, c'est qu'en fait, tu vas te retrouver avec plein de gens qui n'étaient pas forcément bons pour se dire tiens, même fais-moi un plan stratégique pour attaquer le marché européen en tant que sales rep, ou peu importe. Et il va tu peux demander à l'AI de te sortir ça, et puis il va avoir un plan qui est plus ou moins correct par rapport au final ce qu'il a pensé lui-même. Et donc, je pense qu'effectivement, les gens qui n'étaient pas très bons dans leur boulot vont devenir meilleurs. Les gens qui étaient très bons vont devenir encore meilleurs, mais je pense que le gain, il est plutôt sur les gens médiocres que sur les gens très bons. Et du coup, c'est exactement ce qu'on voit. Ce que tu décris, c'est un peu le grand égalisateur, l'AI. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que moi je dis aux gens, attention, soyez pas généralistes, parce que si vous êtes généraliste, vous êtes complètement foutus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit comme impact sur les freelancers. C'est que ceux qui ont perdu en pouvoir d'achat, enfin en pouvoir de pricing, quoi, et en mission, c'est vraiment les généralistes par excellence, c'est-à-dire rédacteurs web sur les plateformes. Donc en fait, les pires, quoi, parce que quand tu es freelance, tu sais bien que faut pas dépendre des plateformes, faut être niché, faut être spécialisé, faut avoir un point of view, etc. Donc vraiment, c'est urgent là pour ceux qui sont, que vous soyez en salariat ou en freelancing, de vous spécialiser en fait, de vous hyper spécialiser. Et on peut pivoter sur un secteur d'activité, on peut pivoter sur une fonction peut-être un petit peu plus pointue. On peut même pivoter sur des choses plus émotionnelles, comme par exemple être plus engagé, porter des projets plus clivants. Voilà, c'est aussi des tendances que je vois dans le freelancing, mais qui vont aussi être valables en tant que manager, par exemple, c'est-à-dire avoir un vrai point de vue sur la façon dont vous managez les équipes. Parce qu'aujourd'hui, pareil, mon mec il utilise ChatGPT pour avoir des trucs de management de base. Et en fait, c'est un bon manager, hein, tu vois, un bon manager lambda, mais c'est pas un visionnaire et c'est pas un gars qui va te faire jumper ses équipes ou qui va les coacher à être des meilleures versions d'eux-mêmes, quoi. Autre prédiction, toi tu nous disais, Flavie, que pour le monde du travail,
une explosion en 2024 du polytravail. C'est-à-dire que le polytravail, je l'explique très rapidement. Nos grands-parents avaient un boulot qui gardait toute leur vie. Nos parents avaient plusieurs boulots successivement parce qu'ils se sont fait virer à répétition. Et là, toi, ce que tu es en train de décrire, le polytravail, c'est la capacité d'avoir plusieurs travails, mais en même temps. C'est ça, carrément. je suis bon dans ma définition. Ouais, c'est ça, j'aime bien polytravail, c'est rigolo comme mot en plus, c'est un peu olé olé. Ça va défriser les oreilles des PDG qui veulent que tout le monde revienne en présentiel au travail. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour eux parce qu'en fait ils se rendent pas compte, je crois, de la satellisation du travail. Et moi j'ai tous les jours des gens qui me contactent pour devenir freelance, mais sans quitter leur CDI, hein, donc tu vois, en combinatoire. Donc, et je vois en plein mode de formes perruque, hein, Flavie, hein, en mode Comment perruque, c'est-à-dire que l'employeur le sait pas, hein, c'est-à-dire que Bah, c'est il le souvent. sait pas ou il le sait parce que certains font la semaine de 4 jours, par exemple, Ouais. tu vois. Donc ça peut. Franchement, les gens sont plutôt fair-play d'ailleurs. C'est pas forcément des menteurs ou des gens qui vont pas en parler, mais bon, en tout cas, ils combinent. Mais il y a d'autres formes de combinatoires qui vont vous rappeler des bons souvenirs, je pense. Il y a des founders de startups qui sont freelance pour du coup amorcer la pompe et bootstrapper leur début de startup early. Ça, il y en a beaucoup. Il y a des dirigeants qui ont toujours fait ça, hein, qui sont conférenciers, par exemple, ou qui sont profs dans des écoles et tout, parce que comme ça, tu vois, ça, c'est un peu plus fun leur quotidien. Il y a des employés qui font du side. Genre, moi, j'avais lancé un podcast en side tout en étant salarié et c'était pas pour me rémunérer, tu vois. C'était aussi des choses plus de termes de l'épanouissement personnel. Il y a des gens qui font de l'humanitaire, il y a des freelances à impact, par exemple. Il y a des développeurs qui sont devs dans des boîtes pas à impact et qui après font des projets gratos pour des boîtes à impact. Donc, tu vois, cette forme de polytravail, je la vois pas que comme freelance ou CDI d'un côté, je la vois comme vraiment un mix and match et un peu des tapas où on a tous besoin de plusieurs activités professionnelles. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est au-delà de l'intérêt, tout ça, c'est que aussi les entreprises, elles ont un intérêt à encourager ce polytravail parce que quand tu as un side, tu vas te former par toi-même, tu vas te motiver par toi-même, tu vas en fait ne plus tout attendre de l'employeur tout-puissant qui te donne tout, quoi, à la fois l'amour, la fidélité, l'argent, la formation, Le et tout le monde se purpose, plaint en fait. le sens de ta vie, C'est c'est ça. ça. Ouais. Et voilà, et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et je voulais vous donner un chiffre quand même, parce que donc, je crois qu'il y a 21. Alors, c'est les stats, ça va être très franchouillard par rapport à tes stats de la Silicon Valley, puisque c'est les stats Non, mais URSAF. c'est intéressant. Ouais. Vas-y. Mais donc, Je les c'est montrerai. 23% des auto-entrepreneurs fin 2021 cumulent avec un emploi salarié dans le privé. Et puis, chez les jeunes, c'est plus accentué parce que 34% des jeunes disent vouloir vivre une carrière combinant les deux. Et jusqu'à 70% des jeunes qui veulent entreprendre. Donc voilà, je pense que la Gen Z va être encore plus polytravailleuse que nous. Et on les traite de glandeurs, et en fait, pas du tout. Ils vont travailler sur un portfolio, une portfolio carrière. C'est un nouveau terme aussi que je vois avancer. Et moi qui me parle, en fait, parce que je trouve qu'on a plutôt des phases de projet dans une carrière que des postes bien gravés dans le marbre. Et d'ailleurs, dans un même poste, moi, j'étais restée 7 ans sur un poste très intéressant. J'avais eu plein de vie dans ce poste-là. Donc, je le trouve assez révélateur de notre façon de travailler aujourd'hui. Moins de carrière, plus de projets. Parler de la Gen Z, j'ai une prédiction, moi, pour le monde du travail. Elle est pas très positive. Mais en 2024, les membres de la Gen Z seront plus nombreux à travailler à temps plein que les baby boomers. Ça sera la première année. Alors, on peut se dire, c'est super, c'est génial. Donc voilà, sauf que quand on fait un peu des recherches sur ces Gen Z, on se rend compte qu'ils sont complètement déprimés, ces Gen Z. C'est-à-dire qu'on va voir arriver dans le monde du travail une génération avec une angoisse par rapport au travail absolument colossale. Je montre les chiffres à l'écran, c'est juste hallucinant. Les Gen Z considèrent qu'ils sont stressés par le travail à 68%. Ok, et donc c'est eux qui arrivent aujourd'hui dans vos bureaux. Donc 2024, c'est l'arrivée. Je pense que tu parlais de Xanax, il va falloir équiper les bureaux non plus de machines à café, mais de machines à Xanax, parce que la Gen Z arrive. Et je peux vous dire que elle est pas en forme, cette Gen Z. En fait. Ça c'est évident. Donc voilà quelques chiffres intéressants. Apprêtez-vous en 2024 à remonter le moral des troupes si vous êtes manager, parce que là, vous avez une nouvelle génération qui débarque et avec des problèmes de santé mentale qui sont vraiment réels. Donc, bonne chance pour les managers en 2024. Allez, on passe à la prochaine prédiction. Tiens, on va parler du métaverse.
Alors Flavie, tu nous disais, après la fin du bureau, on nous a parlé du retour au bureau en 2023. C'était l'objectif, c'était de revenir au bureau en 2023. C'était un peu loupé, en tout cas ici dans la Silicon Valley. Je peux vous dire que personne n'est retourné au bureau. Et puis, alors maintenant, toi, ce que tu nous dis, c'est bon, bah finalement, on revient pas au bureau, mais c'est pas grave parce qu'en 2024, il va y avoir la Vision Pro de Apple qui va débarquer et que, en gros, on risque de voir apparaître le métaverse du bureau. C'est ça ce que tu nous dis. C'est le retour du métaverse. 2024, le retour du métaverse. Le retour du bureau, le retour du métaverse, le retour du Jedi. Ouais. Non, mais j'y crois. En fait, je vois bien ces tentatives de retour au bureau, tout ça, mais les gens sont complètement à la masse parce qu'ils croient que comme on va revenir au bureau, on reviendra au mode de management d'avant avec des gens sous sa coupe dans son bureau. Mais c'est fini, les gars, c'est impossible. Les gens, il n'y a plus d'unité de lieu, il n'y a plus d'unité de temps. On travaille en asynchrone. Et il n'y a même plus d'unité d'action, quoi, un peu comme au théâtre, tu vois, parce qu'il y a même plein de projets en parallèle avec des temporalités différentes. Donc, c'est pas parce qu'on reviendra au bureau qu'on reviendra comme avant. Donc, tu vois, les gens, ils sont encore arc-boutés sur ça. Donc, je pense que quand les jeunes managers, maintenant, les millennials, vont comprendre ça et vont assumer ça, on va aller accélérer vers le métaverse, notamment. Et alors, je parlais de Vision Pro parce que je crois que ça sort en mars et je trouve qu'on n'en avait pas. On en avait parlé un petit peu dans Silicon Carnet, mais après, ça c'était un peu... On a fait une émission spéciale l'année dernière là-dessus, mais on n'en a pas reparlé depuis, effectivement. Voilà, et du coup, plutôt que... Enfin, voilà, moi, je pense que bullish, c'est c'est hyper prometteur parce que, en fait, juste quand on est en remote toute la journée et tout, on se coltine encore des Zooms, quoi, ou des endroits complètement inappropriés pour le travail. Et du coup, je me dis, mais que font les gens? Enfin, tu vois, on a vraiment besoin de ça. C'est pas un gadget, un métaverse pour travailler, pour se croiser, pour échanger des fichiers, qui soit en toute sécurité. Enfin, je sais pas. Moi, je maîtrise pas à fond le sujet du métaverse, mais du coup, j'y crois et je pense qu'on en a besoin. Et que ça va être un peu ça, le siège virtuel bureau du futur. Et aujourd'hui, ça reste encore Zoom et Slack et je trouve que c'est insuffisant. On collabore déjà dans des espaces complètement virtuels. Ça, moi, j'y crois évidemment à fond. Et ça me faisait penser, parce que tu parlais des managers de demain qui doivent gérer des Gen Z déprimés. Mais en fait, je pense que le manager de demain, c'est manager dans le métaverse aussi. Oui, ça sera moins chiant que les avoir à côté, quoi, en fait. Ouais, ça, c'est clair. En plus, tu pourras leur mettre une gueule d'avatar, tu vois, un truc comme ça. Bon, ok, Bernadette, elle est déprimée, mais je vais lui mettre une gueule de poney, comme ça, en fait, elle aura l'air moins déprimée, quoi. C'est ça. Si elle n'est pas déprimée, on va tous mettre des chapeaux de Noël. Ouais, hop, tu tapes dans les mains et tout le monde a des chapeaux de Noël sur la tête. Non, mais vraiment, le manager dans le métaverse, c'est là où ça n'a rien à voir. Parce qu'on parle du coup de manager en remote, manager sur du format texte, manager sur de l'asynchrone. Donc pas des meetings où on met tout le monde d'accord, mais comment on arrive à des décisions en asynchrone, etc. Et ça, en fait, quand on regarde aujourd'hui tout ce savoir qu'on a pris, nous, en Silicon Valley, en étant déjà en remote, déjà avec des équipes qui étaient... global, voire parce que la force des États-Unis, c'est que il y a des gens partout, donc du coup on est obligé d'être en forme remote, même si c'est pas du remote. On est chacun dans nos bureaux, mais les bureaux sont pas au même endroit. Il y a qu'à Paris, il y a qu'en France où c'est comme ça, où tout le monde est à Paris. Non, mais moi je les soupçonne de faire ça parce qu'ils veulent tous bouffer au même resto à midi, en fait. Ça, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'ils vont au bureau. Mais du coup, ces techniques de management métaverse au sens théorique du terme, pas le métaverse 3D avec les goggles sur la tête. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai sujet. Sur le Vision Pro, j'en ai aucune idée. Ça me donnait vraiment envie d'y croire, la démo d'Apple. Mais bon, c'est toujours les effets démo ce que ça donne. Ça a mis quand même quelques années de passer de l'iPhone, la démo de l'iPod Touch, qui était quand même super, à ce qu'on a tous aujourd'hui dans la poche. Mais ça sera pareil. La démo était géniale, mais ça va mettre des années, quoi. Non, mais moi, je prends un pari, là. Je vous fais une prédiction sur 2024. Je me mouille, hein. Moi, je pense que le Vision Pro sera un succès. C'est un prix exorbitant, 3500, 3700 $. Mais moi, je pense qu'ils vont en vendre entre 400 et 500 000 unités. Je prends mon pari, 400, 500 000 unités. Énorme. Ça représente un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard, ce qui est largement suffisant pour justifier la poursuite des investissements, comme tu dis. Ça sera une version 1 qui ne servira strictement à rien. Si ça servira à un truc, et vous le verrez d'ailleurs dans Silicon Carnet, ça sera un marqueur social. Il y aura des gens qui l'auront et ceux qui l'auront pas. Donc, voilà, je suis sûr que dans Silicon Carnet, il y aura quelqu'un qui va se pointer parmi nous, dans l'araignée permanent, qui sera le premier à se pointer avec une Vision Pro. Et ça, ça va servir à ça. Ça va servir à dire, voilà, je suis en avance, je
je suis celui qui innove, je fais pas grand chose avec mon truc, mais je pense qu'ils vont en vendre suffisamment pour qu'en fait, et ça va exploser quand quelqu'un va fabriquer une application, une killer app qu'on connaît pas encore aujourd'hui, quoi, en fait. Mais Apple, avec leur approche de toute façon, de la ligne d'attente, de la file d'attente, etc., eux, ils vont forcément transformer ça en succès. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, en effet. Ton pari est plus osé de dire 500 000 exemplaires vendus. Ouais, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les ordres de grandeur en les tête, gens sont pas d'accord. Hein. Quand tu regardes les analystes, je montre le graphique là, ce que je vous dis, je suis à contre-courant avec les analystes qui disent que non, hein, que la Vision Pro va se vendre un peu plus que le MacBook, mais beaucoup moins que la Watch, l'iPod ou l'iPhone. Hein. Donc bon, rendez-vous en avril, on en reparlera dans Silicon Carnet. Prochain sujet, c'est la société, avec des prédictions super intéressantes sur comment notre société va évoluer. On en parle dans Silicon Carnet. C'est le prochain sujet. Évolution de notre société en 2024. À quoi va ressembler la société en 2024 ? Je me mouille avec une prédiction pas piquée des verres. Moi, je vous explique qu'en 2024, on va voir de plus en plus de personnes qui vont commencer à entretenir des relations amoureuses avec des compagnons, des compagnons virtuels. C'est-à-dire que le virtual flirting, ça existe déjà. Mais moi, je base cette prédiction sur le fait que, en tout cas aux US, il y a un véritable fléau, c'est celui de la solitude. Les gens sont excessivement isolés, et pour une raison aussi qui est une raison géographique, c'est-à-dire que les gens sont loin de leur famille par définition. Tu es dans le Midwest et puis tu vas faire tes études et tu te retrouves très vite à 800 km de chez toi, et c'est très difficile aujourd'hui de créer des nouvelles relations sociales. D'ailleurs, pour beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, je pense que c'est différent en Europe, mais pour beaucoup de gens aux États-Unis, leurs relations avec leurs amis et leur famille sont déjà largement numériques. C'est-à-dire que elles ne sont déjà plus physiques. D'abord, voyager devient de plus en plus coûteux, et donc leur relation avec leurs amis et leur famille, c'est des messages textes, c'est des zooms, c'est déjà ça, quoi. C'est toutes leurs interactions sociales se sont déjà digitalisées, et ça aussi on le sait. Internet, sur le plan amoureux, c'est l'outil qui permet de créer des relations amoureuses. Regardez le graphe que je vous montre là, il n'y a pas photo. Donc, je pense qu'on va voir arriver des chatbots qui vont être dotés d'une mémoire beaucoup plus longue et qui vont autoriser un discours amoureux, voire sexuel. Ça va être très intéressant. Et que je pense que d'ailleurs ce phénomène et que des gens vont tomber amoureux, alors c'est peut-être her, machin, etc., qui vont être très satisfaits finalement de leur relation avec ce chatbot, avec qui tu disais, tu parlais d'empathie tout à l'heure, Flavie. J'aimerais bien avoir ton avis en tant que femme, d'ailleurs, parce que je pense que ça peut toucher aussi les femmes beaucoup plus largement, qui ne sont pas satisfaites de leur relation avec des mecs, qu'on a avec toute la tension qui existe aujourd'hui entre les relations hommes-femmes, et qui vont trouver peut-être là un safe space pour avoir une relation beaucoup plus empathique, et qui vont tomber amoureux et les mecs aussi, hein. Et d'ailleurs, ça va pas être que des célibataires, hein. Je pense qu'on va avoir des relations adultères digitales, quoi, en fait. Le gliden des chatbots, quoi. Bah non, moi, je peux juste te dire que c'est mon mec qui m'a montré sa version vocale de ChatGPT. Il lui a mis une voix de Claudia Schiffer, tu vois, un peu allemande. Et j'étais là, c'est un peu dérangeant quand même, quoi. En fait, tu vois, tu lui parles toute la journée et tout. Et tu vois, voilà. Claudia Schiffer qui te première parle. interaction avec un chatbot dans mon couple. Donc il est en train de tomber amoureux, ton mec, hein. Il va pas tarder à te quitter, hein, Flavie, hein. Ouais. Tu vois, il est en plein tu lui feras écouter ça, quoi, en fait. Il est dans une relation adultère, là, quoi, en fait. Non, je délire. Vous pensez que c'est délirant, là, ce que je dis, Gary, ou c'est une mauvaise nouvelle pour toi, qui est quand même le beau mec, quoi, en fait, tout ça. Ouais, tu vois, ton avantage naturel qui t'a été offert par les dieux ne va plus servir à rien. Ouais, il a déjà servi, vu que moi je suis marié avec ma femme depuis 10 ans et que je suis très heureux, donc j'ai aucune envie de faire quoi que ce soit d'autre. Oh, l'enfoiré. Ouais, j'y crois dans le sens où effectivement il y a beaucoup de gens seuls.
Je pense, j'avais fait une expérience que je trouvais ça assez amusante. J'avais demandé à ChatGPT de me coacher sur ma carrière. Donc là, on parle plus d'un assistant dans Mais les ça pourrait amours. être pour te coacher Mais dans ça ta te relation coach couple. dans n'importe quoi. Et en fait, ça m'a coaché pas mal. Ouais. Ça m'a donné des résultats qui étaient assez dingues. Et donc, en fait, tu pourrais dire, bon voilà, moi j'avais besoin d'un coach au niveau carrière. Il y a des gens qui ont besoin de relations amoureuses ou quoi que ce soit. Ben oui, why not? Je trouve ça un peu triste. Par contre, d'un certain côté, je me dis, waouh, putain, on est arrivé à un point où la société, pour se combattre la solitude, les gens vont parler à de l'AI. Ça fait c'est un peu tristounet, je trouve, comme truc. Moi, je trouve pas ça délirant, Carlos, parce que je crois que l'ingénieur de Google qui avait dénoncé que la techno interne de Google avait déjà atteint les GI, c'était en fait quelqu'un qui était donc c'était un QA tester de chatbot, si vous vous souvenez. Je me souviens plus du nom, désolé, il faudra aller retrouver la source. Mais il me semble que la raison pour laquelle il a dénoncé tout ça, c'est parce qu'en fait, fondamentalement, il était tombé amoureux de ce chatbot. Donc je pense que c'est pas déconnant du tout, et je pense qu'en effet, ça va être de plus en plus troublant. Toi, tu nous fais une prédiction, Kevin, sur justement la société. C'est que tu disais qu'on va avoir un phénomène de déconnexion face à cette technologie, c'est-à-dire ça va trop vite, il y en a trop. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas pour moi. Et donc, on va voir des gens, tu disais, qui vont se replier dans des bulles Internet, ou complètement se déconnecter en fait, 2024. Je me suis posé la question de la déconnexion, parce qu'on connaît tous cet effet Fox News dont tout le monde a parlé autour de Trump, qui est le repli sur un certain média particulier. Et je me posais la question au final de la déconnexion. Alors ça, c'est un pari un peu fumeux, parce que la déconnexion aujourd'hui, elle est plus possible. Tout est connecté, on a besoin de toute façon d'être connecté. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire la déconnexion? Ça veut dire le shift sélectif vers un certain nombre de médias, de médiums particuliers. Donc, c'est pas une déconnexion totale. Ce que tu veux dire par là, c'est une déconnexion. Ouais, c'est un choix beaucoup plus. Curation. Ouais, une curation beaucoup plus forte des endroits. Alors, on le voit de plusieurs manières. Tous les segments de news, j'ai trouvé une Pew Research. Ouais, super intéressant ça. Donc, tous les segments de news sont en perte d'audimat gigantesque. Le seul qui s'en sort, c'est Fox, évidemment, Fox News. Forme de leur petite bulle à eux, c'est-à-dire les gens qui regardent encore la télé, du coup, regardent Fox News. Les jeunes sont plus pour longtemps. Plus du tout pour longtemps. Les jeunes sont complètement déconnectés de ces trucs-là. Donc, les histoires globales, elles les atteignent au final que très peu, ou sous le biais des biais complètement délirants d'influenceurs, mais qui sont pas du tout le reporting traditionnel qu'on connaît. Donc, avec aussi tous les problèmes qu'on connaît, parce que soudoyer un influenceur pour faire passer des messages, c'est beaucoup plus simple que soudoyer le monde. Donc on a des sujets comme ça. Donc moi, franchement, je vois un système où, que ce soit les technologies qui peuvent devenir angoissantes, que ce soit les actualités qui peuvent devenir angoissantes. Faut pas oublier qu'on va être dans une campagne électorale en 2024 qui va être à gerber. Faut aussi attendre. Hein. Là, on voit déjà l'arrivée des grosses pattes hitlériennes de Trump. Trump. Ouais, voilà. On est littéralement, il reprend des bouts de discours, c'est magnifique. Des manipulations d'opinion à coup de fake news, etc. En gros, les gens vont vraiment vouloir croire que ce qu'ils veulent croire, c'est-à-dire leur bulle qu'ils trustent, à tort ou à raison, mais ils vont se replier essentiellement là-dessus. Et voilà, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, si ça va faire du tri, mais en parlant des médias, Kevin, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'aussi il y a un autre truc qu'il faut que tu rajoutes à ce que tu dis, c'est qu'on va voir, les médias vont voir arriver de plus en plus de contenus générés par IA, ce qui va les mettre à mal, parce que l'inventaire publicitaire va être démultiplié, donc les médias traditionnels vont avoir de plus en plus de mal à vendre leur inventaire publicitaire, parce qu'il y a plus de contenu qui va être disponible. Donc d'ailleurs, moi je prédis pas mal de licenciements et de consolidation en fait dans le secteur. Et je pense qu'au contraire, c'est une très très bonne news, en tout cas pour des émissions comme Silicon Carnet, qui sont des émissions avec une bulle, hein, quelque part, parce que là, tout d'un coup, c'est une sorte de sanctuaire. On y va, parce que là, je sais que je suis sur de l'humain, je suis sur du réel. Donc le podcast, le vidéocast, des trucs comme ça, va prendre
un gros ascendant parce que là, tout d'un coup, je sais qu'il n'y a pas d'IA qui a été involved, il y a un parti pris, il y a une vision, il y a des gens qui me ressemblent et je pense que l'avenir des médias, elle va passer par justement plus de contenu live comme ça, plus d'abonnements, des événements online et offline. Et moi, je pense que Silicon Carnet a un bon avenir justement dans ce monde-là avec plein de contenus générés par IA, quoi. De mon côté, moi, je trouve je trouve ça vraiment super positif en fait, la déconnexion des médias et même de YouTube, TikTok et autres, parce qu'au final, je trouve qu'il y a énormément de gens qui passent un temps fou sur ces réseaux sociaux. Ils sont souvent stressés. Il y a pratiquement cette anxiété de louper la dernière vidéo de 10 secondes d'un mec qui bouffe une pizza. Et je trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas très très logique. Je trouve que t'as pas envie de vivre ta vie à regarder Je vous montre les stats Facebook, à l'écran, hein. Je vous montre les stats à l'écran chez les jeunes notamment, hein. YouTube continue d'être la top plateforme, hein. C'est exactement ce que tu dis. On peut pas louper la dernière vidéo, machin. C'est la top plateforme chez les jeunes. Alors moi, une stat qui m'a complètement bluffé, c'est que cette année, donc en 2023, 46% des adolescents, c'est-à-dire des gens âgés de 13 à 17 ans, ont déclaré être en ligne presque constamment. Presque constamment. Donc je pense que ma prédiction pour 2024, c'est qu'on va passer le stade de 50%, notamment chez les jeunes qui vont être constamment connectés à Internet. Donc je me demande si, Kevin, ce que tu n'es pas en train de dire, c'est pas un truc chez les 35-55, quoi, tu vois. En fait, Mais chez les jeunes, je pense que c'est pas le cas. je pense que c'est pas une question de déconnexion au sens, c'est impossible de se déconnecter aujourd'hui. C'est une sorte de déconnexion, c'est de curation, de plus forte curation et de Ouais. renfermement sur un certain nombre de médias qu'on va truster. Ce qu'on y reproche souvent, c'est qu'on se retrouve avec des opinions qui sont non filtrées, non modérées, donc avec un risque évidemment d'emportement. Les podcasts les plus connus, les Joe Rogan, etc., qui invitent des gens et puis bon, on les laisse parler et puis il n'y a pas de répondant de l'autre côté, il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de débat. Voilà. Et en même temps, de l'autre côté, sur les médias traditionnels, on s'est tapé pendant des années. Il fallait forcément avoir l'avocat du diable en face qui avait le même temps de parole et on s'est retrouvé dans Pour créer du clash. pour créer du clash. On s'est retrouvé dans des situations sur le réchauffement climatique. On était obligé d'aller chercher le dernier tocard qui pensait encore que c'était pas le cas et on lui donnait le même temps en face que d'experts scientifiques qui avaient littéralement toute la communauté scientifique derrière eux. Donc au final, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Je pense que c'est pas encore évident. Ce qui est sûr, c'est que pour la santé mentale de tout le monde, aller vers les choses qu'ils préfèrent, et vers des médias qu'ils préfèrent, c'est bien mieux que de se taper un espèce de flux subi. Constant. La question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on met dans ce flux, quoi. Je pense que c'est une grosse question de maturité. En gros, quand tu as 13 ans, entre tes 13 ans et 17 ans, tu as tout le temps pour toi, et puis surtout, tu fais un peu n'importe quoi avec ton temps. Quand tu te retrouves à 40 ans... Tu as besoin d'absorber, tu es une éponge aussi, tu as besoin de tout regarder. Quand tu as 40 ans, des gosses, des hobbies comme ça, tu te rends vite compte, et un boulot, tu te rends vite compte, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 2 heures à regarder des conneries sur Instagram? Et Gary, une femme qui t'aime, et une femme qui t'aime comme toi, tu vois ce que je veux dire, c'est une chance énorme. Du coup, tu passes beaucoup moins de temps sur Instagram, ça c'est sûr. Non, mais c'est clair, je pense que c'est une question de aussi, les gens se rendent compte qu'en fait, le temps, c'est vraiment... très précieux, et le passer sur des réseaux sociaux où en fait il y a du contenu qui est souvent de très mauvaise qualité, pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a une tendance de retour aussi aux trucs sans écran, et le podcast en fait partie. Donc pareil, il y a eu des vagues d'adoption, de reflux de machin. Moi, je pense que ça va continuer à exploser parce que c'est l'activité sans écran. Tu peux aller randonner dans la nature, écouter un podcast, ton petit podcast avec Carlos. Et ça, c'est incroyable. Et moi, maintenant qu'il y a des enfants bébés, je vois bien les podcasts pour bébés, etc. Rapport au temps d'écran où dès que tu as ton portable dans la main, tu vois l'enfant qui commence à swiper et tout alors qu'il a que 2 ans. C'est insupportable d'avoir un iPhone dans une pièce avec un bébé. Donc voilà, je pense que ça va aussi exploser. C'est donc du connecté mais déconnecté, tu vois. On a demandé à l'Hacienda, cette communauté des fans de Silicon Carnet, ils se parlent tous les jours sur WhatsApp, ils sont géniaux. On leur a demandé de faire des prévisions, ils en ont fait plus de 40. Alors on peut pas toutes les nommer, mais d'ailleurs si vous faites partie de l'Hacienda, vous avez accès aux fichiers, vous pouvez dire toutes les prévisions de l'Hacienda. Mais je vous ai demandé d'en choisir quelques-unes
Gary, tu as choisi une prévision de qui? Alors j'ai choisi celle d'Antoine. Je pense qu'il partage avec moi ma passion pour l'exploration de l'espace. Et je pense qu'en 2024, il va avoir beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer. Il y a le projet ou le programme Artemis, où on va essayer de se rapprocher de la Lune. Il y a nos amis de chez SpaceX qui vont essayer d'envoyer des trucs aussi sur la Lune. Donc il semble que la Lune devient très intéressante. Pourquoi ça, je ne sais pas. Par contre, c'est super. Je pense que techniquement, ça va être magnifique à voir et super intéressant à regarder ce qui va se faire, ce qui va pas se faire, qui va gagner la course. Je pense que ça va être super intéressant à regarder en 2024. Et Antoine, il dit que 2024, SpaceX arrive à lancer, faire revenir, ce qui est déjà le cas, et relancer Starship, quoi, en fait. En 2024, c'est demain, quoi, en fait. Donc, lancer, faire revenir et relancer Starship. Hein, on parle de Starship, en fait, en l'occurrence. Ça serait absolument incroyable. Flavie, toi, tu as choisi, alors, une sélection très féminine, d'ailleurs. Tu as choisi une autre prédiction de l'Hacienda. Je me suis auto-cantonnée dans mon genre, alors qu'en plus, c'est pas trop mon style de parler bébé et parentalité, mais bon, bref, comme quoi. Non, j'ai choisi la prédiction des filles Laura et Camille, qui en fait ont fait une prédiction biotech que je trouve incroyable, parce que quand la tech se met comme ça dans notre vie quotidienne, c'est assez fou. Ça concerne l'eugénisme et donc la sélection des bébés. Et du coup, l'Europe va devoir réguler bientôt sur est-ce qu'on peut sélectionner des fœtus non porteurs de maladies, par sexe, mais aussi d'autres caractéristiques. Et donc, ça va se passer en 2024, alors que les premiers bébés chinois grandissent tranquillement aux US, nous dit Laura. Donc, c'est quand même assez fou de se dire qu'on va avoir des bébés augmentés et que c'est déjà maintenant. Et ça me fait penser au bouquin là de comment il s'appelle sur l'IA, Alexandre Julien, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, qui disait que pareil, dans quelques années, les mecs seraient augmentés avec des implants, des machins, et que finalement on le ferait tous parce qu'on voudrait pas que nos enfants soient le dernier teubé de la classe. Et donc, ça fait vraiment réfléchir sur notre humanité. Il y a des vraies questions éthiques effectivement qui vont se poser dès 2024, absolument, et sur l'eugénisme et la régulation de l'eugénisme qui va être un vrai sujet. Quand je vois qu'on a du mal déjà à réguler avec ce débat qui va commencer en France sur la fin de vie, il va falloir aussi réguler sur le début de la vie, quoi, en fait, quoi. Donc ça va être très intéressant. C'est des sujets éthiques qui vont se poser dès 2024. Kevin, toi, tu as choisi un truc de nerd, hein, quoi, en fait. Non, mais c'est un petit clin d'œil. Mais je crois qu'en fait, c'est le même Antoine. Aka. Non, c'est Tony. C'est Tony. Voilà, donc c'est Tony G qui est notre. Tony G. On le salue. Qui a une super veille sur l'Hacienda. Et donc, lui, on l'avait raté. Et ça va en effet être le cas. Donc, le 6 mars 2024. Apple devra ouvrir iOS à tous les App Store tiers. Donc, ils sont forcés par la régulation européenne de le faire. Et donc, c'est un marché gigantesque parce que Apple, c'est à eux seuls, du coup, les 2/3 des dépenses d'App Store mobile dans le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est le double, littéralement le double de ce que Android génère. Donc, littéralement, tout le monde va s'engouffrer dans la brèche. Donc, la question, c'est quels sont les App Store qui vont sortir. Il y a Google, évidemment. Ils ont déjà toute la techno, ils font ça chez eux, donc pourquoi pas ici. Qui d'autre à la techno? Il y a probablement Epic qui du coup essayé de vendre son propre store, donc Epic Games. Dans le domaine du gaming, bien évidemment. Du coup, sur le gaming, il y a Valve et Steam qui a aussi une techno depuis pas mal de temps et puis beaucoup de connaissances. Voodoo peut-être aussi fera un truc. Voodoo. Et puis on va voir ce que va nous sortir Microsoft, plutôt probablement sur un côté Enterprise Store. Et voilà, donc eux aussi ils ont leur store. On verra ce qu'ils vont nous sortir. Mais voilà, en mars, c'est sûr, des App Store vont sortir. Alors encore, il faudra refaire une émission sur la régulation parce que j'en peux plus. On voit que c'est encore une fois l'Europe qui régule. Moi, je me fais juste une réflexion. Je me dis, mais qu'est-ce que l'Europe foutrait si en fait la Silicon Valley n'innovait pas et ne lançait pas des nouvelles, puisqu'en fait on a l'impression que le boulot de l'Europe, c'est de réguler la Silicon Valley, quoi. En fait, c'est assez formidable. Malheureusement, c'est leur seule manière aujourd'hui d'avoir une place à la table, quoi. Donc, exister, voilà. En fait. Ouais. Ça changera. Macron a dit un truc l'autre jour qui était très intéressant. Les gens savent que je ne suis pas un grand macroniste, mais j'avoue qu'il a dit, il dit pas que des conneries. Il a dit notamment l'autre jour, il faudra quand même faire gaffe à cette histoire de régulation parce que ça serait bien qu'on régule quand même des choses qu'on sache faire. Parce que on est très bon pour réguler des trucs, mais qu'on sait pas faire. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on peut réguler. Je vous caricature un petit peu ses propos, mais c'est ce que ça voulait dire. Comment est-ce qu'on peut réguler des choses qu'on comprend pas parce qu'on ne sait pas les faire. Donc, il faut aussi quand même s'attacher, et notamment sur l'intelligence artificielle. On salue
les ambitions de Mistral qui vient de lever de l'argent, les initiatives de Xavier Niel aussi là-dessus, parce qu'il faut quand même, pour réguler, savoir de quoi on parle. Moi, de mon côté, il y a eu plein de prédictions dans l'Hacienda qui étaient super intéressantes, mais Gary a fait un petit exercice très intéressant, c'est qu'on a demandé pour les prédictions 2024, on a demandé à Silicon Carnet GPT de faire ses prédictions. Alors, en gros, le prompt était le suivant. En tant que podcasteur professionnel en charge de Silicon Carnet qui traite de l'actualité de la technologie de la Silicon Valley, je prépare un épisode sur les principales tendances prévues pour 2024. Pourriez-vous fournir, alors je remarque que tu vous vois ChatGPT, Gary, une analyse détaillée de ces tendances dans mon domaine. D'ailleurs, tu as structuré en fait le prompt pour les réponses. Bon, il l'a fait. C'est pas complètement débile. Qu'est-ce qu'il nous a sorti ? Il nous a sorti 5 tendances, ChatGPT, mais c'est quand même un peu tarte à la crème. La première tendance, bien évidemment, c'est l'IA et l'avancée notamment de l'apprentissage, l'avancée de l'IA et l'apprentissage automatique. Il a sorti une deuxième tendance dont on n'a pas parlé dans cette émission qui était assez intéressante, c'est l'informatique quantique. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est 2024 quand même. Alors, il a sorti une troisième tendance. On voit, c'est quand même très du politiquement correct. C'est tout ce qui est technologie durable et climate tech. Oups. On n'en a pas du tout parlé dans cette émission. Là, on est passé à côté de ça. Quatrième tendance, on en a parlé, c'est la réalité augmentée, le métaverse et la réalité virtuelle. Et la cinquième tendance que ChatGPT a retenue, c'est la blockchain et la finance décentralisée. On en a parlé dans cette émission. Donc, grosso modo, on est d'accord à 3 sur 5 avec ChatGPT. 2 sujets, l'informatique quantique et le développement durable et les climate tech dont on n'a pas parlé de notre côté. Rapide tour de table. Vous trouvez que ChatGPT, on est meilleur que ChatGPT ou pas ? Kevin ? C'est plus fun. Flavie, ouais, on est plus fun, on est quand même plus fun. Bon, on les postera dans les notes de l'émission, les prédictions de ChatGPT. Pas très précis les prédictions de ChatGPT quand même. C'est pas très précis, faut pas faire des paris avec ça. Non, c'est très généraliste. C'est très généraliste. J'ai l'impression qu'il m'avait fait un résumé il a pris 3 articles des top 20 faits par plusieurs médias et puis il a juste fait un petit résumé et s'est dit bon allez voilà, tiens. Moi ça me rappelle l'horoscope, tu peux lire dedans et tu finiras par trouver quelque chose qui est fait pour toi. Ça correspond à tout le monde, c'est à peu près ça quoi, effectivement. Bon, continuez à écouter Silicon Carnet, les enfants. C'est beaucoup plus intéressant. Si vous voulez du picante. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!